Nous allons donc aborder le moment de la discussion générale. Que les intervenants de la journée veuillent bien rejoindre l'estrade. Et est-ce que vous avez un micro pour la salle? Donc, pour voir comment nous avons un peu plus de 3/4 d'heure pour structurer la discussion. Il y a, je crois, dans le propos d'aujourd'hui, 2 pôles majeurs. Le premier concerne Davos, la confrontation Heidegger-Cassirer, et le second, dans plusieurs contributions, surtout cet après-midi, concerne les ressources philosophiques que l'on peut trouver à la lecture de Cassirer. Donc, peut-être peut-on un peu plus mettre l'accent au début sur la question de Davos même, et ensuite, dans un deuxième moment, en venir davantage à la philosophie même de Cassirer, qui a été l'objet de plusieurs interventions. Et je vous remercie, lorsque vous posez une question, d'indiquer si cette question concerne particulièrement l'un des intervenants d'aujourd'hui ou s'il s'agit d'une question générale à laquelle... Voilà. Il y a monsieur... François, vous ne voulez pas venir parmi nous? Et monsieur Wiesmann, je ne sais pas si vous voulez venir ici pour participer à la table ronde, à la discussion finale. Puisque finalement, nous nous retrouvons tous. Voilà. Pardon. Il y a encore une chose. C'est ok, ouais. Vous êtes déjà... Ah, non. C'est bon, il faut juste qu'on se serre. Oui, serrons-nous. L'horizon se découvre. Donc, il y avait une question de Madame. Oui. Pardon, je suis désolé. Oui, d'accord. Alors, un merci à tout le monde. C'est pour cette belle conférence. Enfin, il y aurait vraiment beaucoup de questions. Je me limite donc en référence à la première partie, donc à la matinée. Donc, vous avez bien montré, disons, le fait que, pour finir, il y a eu tellement d'équivoques et de légendes, n'est-ce pas? Mais pour finir, disons que la pensée heideggerienne, et la deuxième partie de la journée l'a bien montré, d'une certaine manière a gagné, disons, et a effectivement déterminé, disons, hélas, la destinée intellectuelle de l'Europe dans l'après-guerre, deuxième après-guerre. Maintenant, la question est pourquoi? Alors, je me donne la première question est, donc, est-ce que vous avez finalement, est-ce que quelqu'un d'entre vous a commencé à travailler un tout petit peu la réponse à cette question? Moi, j'ai une suggestion. Il y avait une citation de la part de quelqu'un, je ne me rappelle plus, excusez-moi, à propos de Kraft, oui, qui écrit un livre contre la phénoménologie. Alors ça, c'est le grand équivoque, je l'appelle l'équivoque de Fribourg. Disons, ce n'est pas le copyright d'un nom qui m'intéresse, n'est-ce pas? On peut appeler, disons, la pensée qui relève de Husserl, de Scheller, de Spiegelberg, de Colnay, de Hildebrand, de beaucoup de Reinhardt, etc., comme on veut, n'est-ce pas? Ils l'ont appelé la phénoménologie. La pensée de Heidegger, évidemment, on n'a absolument rien à faire avec ça.
Et tant pis, ça c'est bien, c'est bien connu. Mais le deuxième point est que si, par contre, comment dirais-je, on se met tout simplement du côté de Cassirer, que j'admire énormément, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement avancer le doute que le constructivisme non relativiste, dont quelqu'un d'entre vous a parlé ce matin, est quand même une position très faible et très instable? En fait, dans la deuxième moitié du siècle passé, c'est le constructivisme relativiste qui l'a importé. Et d'une certaine manière, je pense que ça a à faire avec un certain oubli, en tout cas, de la partie, disons, la moins, comment dirais-je, husserlienne, si vous voulez, de la phénoménologie, celle qui avait plus directement trait à l'expérience, notamment à l'expérience des valeurs, à savoir la phénoménologie schellerienne, par exemple, et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la tentative quand même de refonder véritablement la raison pratique sur des présupposés, disons, au-delà de Kant, avancés par rapport à Kant. Et de toute façon, ça a été aussi, disons, le projet de Husserl. Or, en ce qui concerne Husserl, j'ai vu que tout le monde désormais en est conscient. Finalement, Husserl recèle une préoccupation majeure pour la raison pratique et l'éthique, et aussi pour la politique, finalement, dans ses derniers écrits. Mais, disons, les fondements de tout ceci dans une véritable axiologie qui dépasse un peu, disons, le constructivisme un peu faible de Cassirer et du libéralisme européen en général. Voilà, ça c'était ma suggestion. Je ne sais pas si quelqu'un veut l'accueillir. Oui, merci Roberta De Monticelli de cet ensemble de questions et aussi ce diagnostic. Je ne vais pas répondre, juste une chose simplement, est-ce que, non pas sur la question des valeurs, mais sur la question de l'anthropologie philosophique, Cassirer, dans sa 4e conférence, se présente comme répondant aux questions posées par l'anthropologie de Scheller. Il se place dans une continuité sur ce plan-là. Oui, mais ici, le Scheller a l'anthropologue. C'est ça. Je voudrais juste, bien qu'ayant été dans la deuxième partie, dire quelque chose à propos de votre question. Lorsque on pose la question, ou du moins lorsqu'on affirme la philosophie de Heidegger a gagné et qu'on pose la question pourquoi, je ne suis pas sûr qu'on soit en philosophie, je pense qu'on est plutôt en sociologie. Donc c'est une question sociologique à mon sens, et à cette question sociologique, en tout cas pour la France, il a déjà été répondu, c'est-à-dire que par exemple, sans Beaufret à la Cagne de Henri IV, qui en gros usinait de l'heideggerien, qui ensuite se retrouvait à Normal Sup, qui ensuite se retrouvait à la fac, etc., etc. Le champ philosophique français, dans sa teneur philosophique, si on veut, aurait sûrement été très différent. Mais encore une fois, c'est de la sociologie, premier point. Deuxième point, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse encore dire la philosophie heideggerienne a gagné. Je me souviens d'une discussion avec Jean Lassègue il n'y a pas très longtemps à l'EHESS, où il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup rassuré parce que c'était ce que je pensais, mais je n'osais pas le dire. Il a dit « Ils sont tous en train de faire du Cassirer sans le savoir ». Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Je suis profondément persuadé que c'est vrai, mais en ce cas-là, ça signale, je crois, une défaite de la pensée heideggerienne et une sorte de victoire posthume, certes diffuse, de, si on veut, la pensée cassirerienne, qui, je pense, est encore plus contemporaine que ça. Juste, moi j'ai l'impression que c'est parfois la nouveauté, la radicalité qui séduit et qui fascine. La brutalité du propos de quelqu'un peut fasciner, mais après sur le long terme, peut-être que ça ne fonctionne pas toujours. Mais par contre, je voudrais tempérer l'optimisme qui vient d'être développé. Et c'est vrai qu'en philosophie, peu de personnes actuellement, je pense, se réclament avec autant de force qu'avant de Heidegger. Mais toutefois, on entend beaucoup de discours sur la peur, qui utilisent
la peur, avec des décalages dans le vocabulaire, la manipulation du langage qui a été analysé aussi aujourd'hui, des mythes, des fake news, etc. Donc j'ai l'impression que finalement, on est quand même dans un univers où les gens sont séduits par des discours rapides et bien ciselés qui s'annoncent sous le visage de la crainte et que la rationalité est loin de l'emporter. Donc je pense qu'en fait, la réponse est peut-être actuellement, est-ce qu'on en a fini avec des discours basés sur la peur, en philosophie ou dans d'autres domaines? Je pense qu'on en est loin. Donc c'est pour ça que c'est actuel de parler de ce débat, parce qu'en fait, ça nous renvoie à nous. Et voilà ce que je voulais peut-être prolonger par rapport à votre action. Mais... Stéphanie Rosa, tu avais une... Oui. Merci. Oui, c'est juste, en fait, c'est pour prolonger en quelque sorte cette question, parce qu'il y a un prolongement de l'héritage d'heideggerien qui est particulièrement vivace aujourd'hui, c'est celui de la déconstruction, quand même, avec toute la, toute la philosophie postmoderne, foucaldienne, postcoloniale, etc. Donc ça, c'est quand même, in fine, quand même, c'est une partie de l'héritage heideggerien. Et justement, je voulais profiter d'avoir tous ces spécialistes devant moi pour prolonger cette question, parce qu'il y a une réception alors heideggerienne, justement, qui est passée apparemment par Beaufray, mais il y a aussi une réception heideggerienne de gauche qui est restée extrêmement vivace. Est-ce que c'est les mêmes canaux? Est-ce que c'est autre chose? J'ai quelques pistes personnellement, mais j'aimerais bien avoir votre sentiment collectif sur cette question. Oui, enfin, voilà. Si vous songez au fait que Beaufray a réussi à réunir un ancien nazi qui était connu comme tel avec un des plus grands poètes français, mais qui se trouvait aussi être un communiste convaincu et un résistant, vous mesurez la puissance de séduction de la chose. Et il n'y a pas que l'aspect sociologique, il y a aussi ce vers quoi allait Muriel, qui est le fait que c'est évidemment psychologiquement très séduisant de pouvoir penser qu'on maîtrise toute l'histoire de la métaphysique, souvent sans en avoir lu la première ligne, pour ce qui est des heideggeriens français et parfois des déconstructionnistes. Juste peut-être, ce qui est intéressant sur la question de la réception, c'est de la voir sur le plan international, c'est-à-dire de voir les rôles contrastés de Haren pour les États-Unis, de Gadamer pour l'Allemagne, de Beaufray pour la France. À mesure que l'on voit les choses se dessiner, on voit mieux les... mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que le problème de l'heideggerisme de gauche est un problème qui touche particulièrement la France et qui n'est pas encore réglé. Aux États-Unis aussi. Oui, mais aux États-Unis, dans les départements d'humanité, oui, bien sûr. Quand je dis la France, c'est... Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un problème de l'heideggerisme d'extrême droite que l'on avait mis sous le tapis et qui maintenant est très présent. Il l'est, bien sûr, à Moscou, il l'est... dans d'autres lieux, certains pays d'Amérique latine. Et c'est tout ce que François Arastier a, je trouve, très bien montré dans ses deux livres. Parce que souvent on dit maintenant, bon, le heideggerisme de droite, laissons Heidegger conservateur. Le problème, c'est l'heideggerisme de gauche, mais le problème, c'est que l'heideggerisme d'extrême droite est un heideggerisme qui a une force géopolitique assez forte. Quand on voit, c'est très trivial, mais quand on voit Steve Bannon, qui dit j'ai ici, dans un entretien, j'ai ici une biographie de Heidegger, he's my guy, what he says on being is... mais ça a des effets politiques. Ouais. Et est-ce que cette prise de conscience de l'heideggerisme d'extrême droite, avec ces forces de démembrement aujourd'hui, notamment de l'Europe, peut faire réfléchir nos amis heideggeriens de gauche, c'est ce que l'on peut souhaiter. Mais c'est au pays des romans, oui. Est-ce que... Oui. Oui.
Et juste pour compléter un peu les côtés sociologiques, pour ceux qui peuvent lire l'allemand, il y a une immense thèse de Christian Delitzky qui montre comment la philosophie s'est aménagée à Weimar, dans la République de Weimar, au niveau des occupations des chaires, etc. Donc il y avait déjà avant l'acquisition au pouvoir de Hitler une prise de pouvoir, donc je suis très prudente, mais je prends une métaphore, dans l'université. Et Gadamer reprend ça, et vous n'avez pas besoin de lire toute vérité et méthode, vous prenez juste le note de bas de page où il parle des thèses de Heidelberg. Et là, vous pouvez voir comment ils mettent en place les personnes choisies. Et d'après mon hypothèse assez méchante, je pense que Heidegger ne fait pas partie de la première génération, mais qu'il fait déjà partie de la génération qui a été mise en place par ses copains, pour ainsi dire. En ce qui concerne le heideggerianisme de gauche, en France, il y avait 2 grands colloques après la guerre. C'était avant 1960, donc c'était très probablement soit fin 1940, soit début des années 50. L'un, tous les deux à Royaumont, l'un sur Descartes et l'autre sur Pascal. Et Henri Lefebvre a écrit un livre sur Descartes qui est plutôt rigolo, c'était encore très léger, en 1946. Et après, il a écrit un livre sur Pascal et il a fait un 2e volume sur Pascal qu'il commence à réfuter la reprise de Dilthey par Lucien Febvre. Parce que qu'est-ce que Lucien Febvre a fait? Il a remplacé la dialectique marxienne par l'herméneutique de Dilthey. Et Lefebvre dit ça ne marche pas. Donc vous pouvez lire le début du 2e volume de Pascal de Henri Lefebvre. C'est un livre qu'on trouve en bibliothèque. Et après, vous pouvez prendre Qu'est-ce que penser aussi d'Henri Lefebvre. Vous prenez juste la fin, mais vous pouvez lire tous les livres parce que c'est dans les livres il y a des dialogues inventés où il discute avec Kostas Axelos. Et Kostas Axelos est devenu heideggeriano-marxiste et Henri Lefebvre c'était un de ses meilleurs amis. Et sur un niveau vraiment, c'est pas du tout au niveau émotionnel, sur un niveau très théorisé. Il fait le deuil de cette amitié dans ce livre. Et ensuite, juste pour voir, c'est plus ou moins biographique, quand j'ai fait mes études à Bamberg, on était convaincus que Lyotard et Derrida sont des penseurs de gauche. Et en allemand, les traductions des deux ont été de gauche, et les traductions autrichiennes, bien évidemment, de droite. Donc, bon, ça m'a fait rigoler un peu parce que je pouvais pas parler le français, mais je pouvais lire le français. Donc, j'ai jamais pris ces traductions qui, de toute façon, ont été imbuvables. Mais vous savez, un livre de Wolfgang Welsch, Unsere Postmoderne Moderne, qui n'a jamais été traduit en français, qui a été traduit en tchèque. Et là, vous savez, Wolfgang Welsch, quand il a écrit ce livre, c'est justement ce problème-là. Il était en pleine confusion. Et vous pouvez, en lisant ce livre, déjà voir tous les trucs qui se trament que nous voyons maintenant aujourd'hui. Non, ce qui est frappant, ce dernier mot, c'est la porosité entre la réception à gauche et à droite. Par exemple, Arendt est aussi celle qui édite le Festschrift Vogelin pour ses 60 ans et publie dans ce Festschrift Armin Mohler, qui est vraiment celui qui reconstruit l'extrême droite européenne. Donc Arendt, éditrice de Armin Mohler, c'est quelque chose que l'on ne sait pas assez. De même, en 88, tout à l'heure on parlait de la fameuse conférence de Heidelberg, où Gadamer invite Derrida. Il faut voir comment Derrida se laisse complètement capter par Gadamer. Bon. Donc là, il y a des points à creuser. Jean-René, tu avais une... Ah, pardon. À propos de cette question droite-gauche, il faut voir qu'on a affaire à des gens pour qui l'opposition droite-gauche est bourgeoise, dépassée, etc. Et donc, les ennemis sont les mêmes, c'est-à-dire la démocratie, la rationalité et évidemment les juifs ou le sionisme. Tantôt l'un, tantôt l'autre, il faut lire le livre Deconstructing Sionism où il y a Butler,
Vatimo, Zabala, etc., où les stéréotypes antisémites abondent. Il est question de l'odeur, de la puanteur du tombeau des prophètes, de choses comme ça, sous la plume de Vatimo, par exemple. Je remarque que ces auteurs ont leur ronde serviette sur Al Jazeera, où vous avez des articles de Vatimo, Zabala, des hommages à Derrida, etc., pour expliquer que la démocratie est une idée dangereuse, que la vérité est une idée dangereuse pour la démocratie, etc., etc. Et ça ne correspond pas au schéma que l'on a habituellement. Il n'y a qu'à voir, par exemple, Zizek réécrivant des textes de suprématistes blancs. Alors, il a mis ça sur le compte de son assistant qui se serait trompé, mais le même Zizek dit « Hitler n'est pas allé assez loin », ce qui ne l'empêche pas de co-signer des livres sur le communisme avec Badiou. Ils font des tournées à l'international ensemble. Donc, cette confusion n'est en fait... c'est pas les deux pinces d'une tenaille, c'est la même chose, tout simplement, visant des publics différents. Il n'y a aucune différence de fond. Il n'y a qu'à voir l'utilisation de Heidegger et de Schmitt par cette pensée radicale de gauche. Chez Badiou, par exemple, son livre sur Heidegger, il ne dit pas un seul mot des cahiers noirs, après avoir menacé c'est pas une diversité ou un émiettement, c'est une cohérence dans une radicalité anti-bourgeoise, anti-occidentale, etc. Et ça va retrouver, évidemment, ça va trouver des soutiens. Quand Bannon dit « That's my guy », il s'appuie sur un livre qui est la biographie de Payen, qu'il a sous la main et qui a été édité avec le concours du mémorial de la Shoah. Donc la confusion va assez loin, vous voyez ce que je veux dire. Je ne dis pas que Payen soit un extrémiste, non, il se contente de dire ni faille ni fédier, c'est-à-dire de donner une version à la fois kitsch de la vie de Heidegger, et sa conclusion, c'est il y a un juste milieu entre faille et fédier, c'est-à-dire Heidegger. Voilà. Donc l'idée est qu'il ne faut pas, on ne peut pas en sortir. Alors je dirais à la personne qui est intervenue que le fatalisme a quand même le pouvoir assez mystérieux de nous convaincre qu'il est fatal lui-même. Et en fait, non. C'est-à-dire qu'il faut aller voir dans les sciences où il y a du constructivisme non relativiste. À mon avis, les sciences et les techniques sont les réservoirs d'une pensée et d'une conceptualisation sur les questions disputées de la vérité, qu'est-ce que la vérité scientifique, etc., qui laisse loin derrière, ridiculise d'une certaine manière les théories de la connaissance de type heideggerien ou la critique de la technique de Heidegger. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. On s'est trompé. Lisons Simondon. Enfin, il y a autre chose de fait. Donc, ce travail de déplacement du corpus est, bon, ce qui est une... Bon, je m'arrête parce que je vais être trop long. Jean-René. Ouais. D'abord, je suis pas sûr que le magistère de Beaufret était aussi important. À la même époque, le magistère dominant, c'était Althusser. Alors, par ailleurs, il est vrai qu'il y avait des bastions heideggeriens, mais très limités. Non, mais Heidegger, Althusser vivant et post-mortem. Et alors, il y avait des enseignements sur Heidegger. J'ai enseigné à Nanterre pendant quelques dizaines d'années sur Heidegger à partir notamment du texte allemand, mais nous n'étions pas majoritaires. Oui, mais dans les Caïns, c'était Beaufret. Dans les Caïns, c'était Beaufret. Et les Caïns ont joué un rôle plus important que les facs. Oui, non, mais je sais bien. Beaufret a eu un rôle très important, mais Althusser a eu un rôle bien plus important dans l'institution philosophique. Par ailleurs, c'est la première remarque. D'ailleurs, je dirais que
le colloque là qui se tient, il y a une asymétrie en faveur de Cassirer qui est un petit peu le marqueur de ça et qui est bienvenu parce qu'en revanche, Cassirer était largement un absent. Alors, maintenant, quant au fond, il m'apparaît que ça n'est pas une sorte de... Heidegger n'a pas du tout gagné d'aucune façon. Ce qui a gagné plutôt, je dirais, c'est une version nihiliste des Lumières qui est la pensée dominante, ou plutôt l'impensé dominant, en dehors de l'institution philosophique, mais dans la société. Et puis alors, troisièmement, je veux dire, j'ai trouvé le colloque formidable. Et ce qui m'a intéressé, c'est que, alors qu'en philosophie, il arrive souvent que l'érudition soit une façon de fuir la pensée, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé ici, où les communications étaient riches, érudites, mais en même temps pensantes. Et donc, je vous remercie et j'aimerais que vous nous confirmiez que vous allez publier des actes. Oui. Merci, Jean-René, de ces... Oui. Juste, merci beaucoup aussi, c'était formidable. Qu'en est-il de la réception de Cassirer aujourd'hui en Allemagne, en Europe? Est-ce qu'il y a aussi un renouveau comme on peut le voir ici en France ou pas? Oui. Ce que je peux dire, c'est que j'ai eu une conversation avec Kreuss, qui est mort quand même depuis quelques années maintenant, qui me disait qu'il avait, lui, arrêté de suivre le nombre de thèses en Allemagne sur Cassirer, tellement il y en avait. Qu'après avoir commencé une liste, il avait estimé que c'était plus possible. Voilà, c'est la seule information que j'ai. C'est-à-dire que le travail éditorial qu'il a initié, qui malheureusement n'est pas traduit encore, est tellement remarquable qu'on a là une mine qui fait largement concurrence à la Gesamtausgabe. Et puis c'est une édition critique. Pour François Rasquier. Livia Profiti. Oui. Parce que vous avez rappelé la question de la science. Et donc, je me suis rappelé d'un passage de ce matin de votre relation qui m'a touchée. Parce que vous avez dit notez que Cassirer a écrit après la découverte de la théorie de la relativité d'Einstein. Et donc, il a été touché de cette théorie. Et je me suis demandé si Heidegger aussi pouvait être touché, si Heidegger on pouvait penser à une réaction de Heidegger envers la théorie de la relativité d'Einstein. C'est une question. Dans les conférences de Cassel, Heidegger en parle, il consacre une de ses conférences. Mais ce qui est marquant, ce qu'on peut noter, Jean Zelengard répondra beaucoup mieux que moi, mais je voulais juste indiquer ça très rapidement, c'est qu'il cite le nom de 2 mathématiciens allemands et tait le nom d'Einstein à ce propos. Donc c'est une théorie de la relativité sans Einstein. Et Freud, pourquoi pas le juif Einstein, hein, mais simplement il a évité d'en parler. Je ne connais pas de texte de Heidegger qui vraiment mentionne, au-delà d'une simple incise, qui étudie un petit peu la relativité. Généralement, en Allemagne, on était au courant de ce que Minkowski, qui a donné une conférence à Cologne en 1908, avait dit de la relativité restreinte. Et sur la générale, là... bon. Mais d'un autre côté, Cassirer, qui a écrit donc ce livre que j'ai traduit sur la relativité, n'a pas été au bout de sa réflexion. Donc je ne veux pas du tout équilibrer. Pour moi, il y a un déséquilibre total, naturel, ontologique entre Cassirer et Heidegger. C'est pour ça qu'il y a 31 ans, bientôt, je vais organiser ce colloque. Parce que moi, ce qui me révoltait, c'est que beaucoup de gens utilisaient Cassirer sans jamais le citer. Vous voyez, ils le pillaient même, littéralement. Ils pensaient avec lui, mais sans le nommer. Non, mais Cassirer lui-même
ne fait jamais état, ça c'est très grave, du fait que la cosmologie devient une science, la cosmologie relativiste. Or, Kant dit que, dans ses écrits critiques, jamais la cosmologie ne peut pas être une science. Il a changé d'avis, Kant, dans l'Opus Posthumum. J'ai attendu 26 ans, mais ça va sortir en janvier, ça. Bon. Donc, il a rechangé un peu d'avis, Kant, à ce moment-là. Mais ce que j'attendais, moi, c'est ça qui a fait que j'ai découvert Cassirer, c'est que je m'étais dit, bon, Kant s'est bloqué sur la cosmologie, mais il n'avait pas entendu parler de la relativité, etc. Mais comme Cassirer continue, et dans la mécanique quantique et dans la relativité, il va repenser les fondements du kantisme. Or, l'ennui, c'est que Kant, sa distinction phénomène-noumen, elle repose justement sur les antinomies de la cosmologie. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir à la fois l'univers comme phénomène et comme chose en soi. Si on le fait, on engendre les antinomies. Je pensais qu'il aurait levé... Alors, on pourrait me dire, le livre qu'il a écrit, Cassirer, c'est en 21. Bon, 21, la relativité générale, c'est 15-16. Bon, 21, c'est encore un peu tôt, même si Einstein avait publié ses considérations sur la cosmologie à cette époque-là. Mais il est mort en 1945, Cassirer. Et il y a eu énormément de choses, des développements énormes dans la relativité générale qui ont rendu possible la cosmologie comme science. Et je pensais qu'il fallait réécrire la critique de la raison pure. Alors, et il ne le fait jamais. Et je ne dis pas que c'est facile, mais il n'en parle pas. Il dit parfois comme ça, dans la cosmologie contemporaine, et c'est tout. Mais en fait, il y a une difficulté majeure, là, terrible. Et ça a été une déception terrible de ma part de voir que, même dans des manuscrits, des inédits, enfin, je n'ai pas fouillé tout ça à fond, mais bon, j'ai regardé, il n'en parle pas. Hein. Il a rencontré Einstein plusieurs fois, Cassirer. Voilà, c'est un peu ce que... Mais Heidegger, autour de la relativité, je ne vois pas ce qu'il aurait pu en dire. Deux questions. C'est en dehors complètement de son affaire. Après. Oui, vous avez, au-delà du débat Cassirer-Heidegger, vous avez évoqué plusieurs, au-delà de la philosophie, plusieurs sciences, que ce soit les mathématiques, la physique, l'anthropologie, le droit, et, M. Rastil, d'une manière plus générale, la culture. Aujourd'hui, en France, et probablement en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays, il y a aussi une autre science humaine, l'histoire. Et notamment en matière d'histoire contemporaine, on le voit en France, à la suite de l'école des annales pour l'histoire médiévale et l'histoire moderne, peut-être est-ce l'origine, les contemporanéistes se sont mis à faire de l'anthropologie historique pour ce qui est de l'histoire contemporaine, alors qu'ils ont des sources écrites, tout au moins avant le numérique, et qu'ils passent une grande partie de leur temps à faire rentrer l'histoire dans des concepts qu'ils ont décidé être anthropologiques, même plus ethnologiques ou ethnographiques, comme le faisait l'école des annales. Et bien souvent, ils sont heideggeriens, parce qu'ils ont fait des cagnes, ils ont fait cagne, hypocagne, normal sup, l'agrégation, et ils ont fait de la philosophie en cagne et en hypocagne, et on leur a appris Heidegger. Et ils ne le remettent pas en cause, ils sont heideggeriens. Et le nazisme en France, après le centenaire de la guerre de 14, les historiens de la guerre de 14 sont un peu orphelins. Alors ils sont passés au traité de Versailles, et puis après ils vont s'occuper de l'occupation de la Rhénanie par la France, ils vont s'occuper de la crise de 29, et la jonction est en train de se faire avec les historiens du nazisme qui sont globalement heideggeriens. Donc c'est un gros problème, parce que là, avec vous, on est autour de 1929, et pour ce qui est de la science, vous parlez de Einstein, mais il y a aussi quand même Hubble, avec le Belge Lemaitre. Il faut quand même en parler, parce qu'on est né au début du XXe siècle avec une galaxie, la Voie lactée. Au moment de Hubble, on dit quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers. Et avec le professeur américain qui s'occupait du télescope, on est à des milliards de galaxies. On a un savant français, donc en 1945, Cassirer est mort, et Fleming met en route, pour ce qui est de la biologie, puisque certaines thèses sur le nazisme, notamment Chapoutot, dit que c'est exclusivement une approche biologique de l'être humain, alors qu'il ne voit pas l'antisémitisme religieux également, qui imprégnait aussi le nazisme. Et donc on a un savant français dont on est en train de découvrir la puissance des travaux, qui s'appelle Félix Derel, et qui a découvert des virus qui détruisent les bactéries. Or, les bactéries sont en bout de course. Donc les découvertes de Fleming après 1945
puisqu'on se sert on se sert des antibiotiques pour faire de l'élevage et non pas pour soigner les êtres humains, ils arrivent au bout de course. Et ce qui va nous tirer d'affaire, c'est les phages qui ont été découverts dans les années 20, dans les années 19, pendant la guerre de 14, par un autodidacte qui a été professeur qui a été chercheur à l'Institut Pasteur et professeur à Yale et qui a aussi travaillé en Union soviétique, qui a été 10 fois nominé au Nobel et qui ne l'a jamais eu. Ce sont 2 Américains qui l'ont eu l'année dernière à sa place et qui s'appelle Félix Derel. Et c'est probablement ça qui va nous tirer d'affaire. Ces virus qui détruisent les bactéries, qui s'appellent les phages. Donc, il y a un problème avec cette césure en 1929, c'est qu'on est en plein milieu entre la guerre de 14 et la Seconde Guerre mondiale, et les historiens du nazisme aujourd'hui sont largement heideggeriens. Et cette anthropologie historique veut absolument qu'il y ait un déterminisme qui serait celui de concepts qu'il maîtrise mal, que moi-même je ne maîtrise pas. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y a des faits, et que ces faits, c'est notamment autour de la liberté individuelle, c'est qu'on a son libre arbitre et que rien n'imposait le nazisme. Hitler n'a pas été mis à la tête d'un mouvement nazi inéluctable et irrépressible. Il a été très astucieux politiquement pour pouvoir s'imposer à Hindenburg et à quelques autres. Donc j'aimerais savoir votre sentiment sur la nécessité, et puis il y a la démocratie. Vous avez parlé, l'un d'entre vous, je vois mal les noms et je ne veux pas les écorcher, mais je sais bien lequel d'entre vous a parlé du droit. La République de Weimar est une construction qui s'est faite largement contre l'Union soviétique et contre le communisme, avec une Allemagne unifiée alors qu'elle devait être divisée. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, pareil, l'Allemagne devait être divisée, elle a été divisée, mais non pas comme c'était prévu, mais entre l'Est et l'Ouest. Et la RFA était en grande partie une Allemagne de guerre froide. Et on a des démocraties. La France s'est construite avec une solution de 1939 visée par De Gaulle parce qu'il voyait l'impuissance de Lebrun sur le front en 39-40, mais il a fait ça pour résoudre la guerre coloniale. Et on a tout à fait une démocratie autre que celle qui a gagné la guerre de 14. Donc, il y a le problème de la démocratie, il y a le problème de la prise en compte de la science que vous avez évoqué et que j'ai évoqué. Comment est-ce que vous voyez le rebond pour le futur de ce débat à travers Cassirer pour améliorer la démocratie et pas considérer que la démocratie telle qu'elle est au XXe siècle est une démocratie aboutie, et pour que les historiens cessent d'utiliser Heidegger comme quelque chose d'indispensable et d'utile à leur science humaine, alors qu'eux, ils doivent recomposer leurs propres concepts et non pas aller piquer les concepts des autres pour faire rentrer l'histoire dans des concepts aussi fumeux que ceux d'Heidegger puissent-ils être. Oui, alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, mais je voudrais juste faire une remarque. J'ai l'impression que ce qu'on a essayé de faire, moi sur le droit, mais d'autres collègues aussi aujourd'hui, c'est bien de voir quand même l'actualité de Cassirer et de l'utiliser comme une ressource pour notre situation d'aujourd'hui. Donc c'est ça que je dirais. Là, il y a un vrai travail, et c'est pas un travail qui se fait seulement en France. Je crois que le renouveau des études cassireriennes le montre bien. Je le disais tout à l'heure pour l'Allemagne, mais je pense que c'est plus général que ça. Quant à la question des concepts des historiens, il y a justement peut-être Sidonie peut-elle en parler. Nous travaillons sur la question méthodologique, notamment par rapport à la conceptualité qui s'est construite dans la Begriffsgeschichte avec Koselleck, qui assume un projet en 87 pour les 90 ans de Gadamer. Il assume un projet d'extension des existentiaux heideggeriens en ajoutant lettres pour abattre, la différence ami et ennemi de Schmitt, etc. Que faire de ces concepts? Koselleck est devenu un auteur de référence pour beaucoup d'historiens, pas pour tous. Donc, effectivement, les philosophes, avec les historiens, avec les juristes, peuvent travaillent aujourd'hui sur la critique de ces conceptualités qui sont un héritage de Heidegger et de Schmitt. Je pense qu'il y a un travail critique qui se fait maintenant sur la réception des épigones, en quelque sorte. On parlait tout à l'heure de Tilitsky. Il faut parler de Koselleck, qui a une autre aura, mais qui est relativement problématique
en quoi est-ce que l'être pour abattre est un existentiel, surtout quand on prétend le formaliser. Comme on formaliserait une catégorie de l'entendement pour penser l'expérience. Est-ce qu'il y a une formalisation de concepts qui serait politiquement neutralisée par cette formalisation? Ce sont là des questions hautement problématiques. Donc, ce qui peut vous rassurer peut-être, c'est qu'il y a des programmes de discussion qui sont en cours d'élaboration. Je voudrais vous demander seulement quelle est, de votre point de vue, la position de Cassirer concernant la théorie kantienne des idées. En particulier, la critique hegelienne de la théorie kantienne des idées. Je pose ces questions car je pense que pour comprendre la question de la liberté chez Cassirer, c'est une question difficile d'éluder. C'est nécessaire de comprendre ces problèmes. Il y a pas mal de textes, mais vous le savez sûrement, donc en fait j'ai un peu du mal à cerner exactement ce que vous visez comme réponse, parce que Cassirer est là-dessus assez clair. Pour lui, le sens de l'idée chez Kant, c'est un réinvestissement de l'idée comme hypothèse chez Cohen. Donc il le pousse un petit peu plus loin, si vous voulez, il en fait un petit peu autre chose, où il le développe, mais en gros c'est ça le nerf de son interprétation, et il le dit à d'assez nombreuses reprises. Est-ce que ça répond à votre question ? Donc pour terminer ces discussions, deux questions, vous monsieur, 3 peut-être, oui 4. Bon, on va essayer, on n'a plus que 5 minutes, donc soyons un peu concis dans nos questions et nos réponses. Oui. Je crois que j'étais dans l'ordre, mais bon. Pardon, je ne vous avais pas vu. Non, désolé. Moi je suis linguiste, je ne suis pas philosophe, mais je vous remercie vraiment pour cette journée. Et je réitère ce qu'ont dit mes collègues sur l'édition des papiers, parce qu'ils étaient très très denses. Et je crois qu'il y a vraiment matière à réfléchir et à aller plus loin. Donc franchement, je vous encourage et on peut se mettre avec vous pour vous aider. Ce travail qui a été d'emblée introduit par M. Wiesmann, cosmopolitisme face à l'ontologie identitaire, et après je reprends l'introduction de Sidonie Kellerer sur émancipation et soumission, me semble complètement d'actualité. Et là, Jean Lassac, tu as parfaitement raison. L'actualité de Cassirer se pose vraiment pour notre siècle. Moi, je remercie François, Emmanuel Faye et Jean Lassac de m'avoir donné envie de lire Cassirer, ce que je suis en train de faire, et c'est très très difficile parce que l'œuvre est immense et c'est pas facile. Et je pense que l'actualité de Cassirer, elle est d'autant plus importante quand Heidegger a voulu que ces cahiers noirs paraissent en 2014 parce que l'humanité, je ne sais pas s'il emploie le mot, mais le monde serait assez barbare pour le recevoir, et qu'aujourd'hui, on voit, avec les bouleversements climatiques et un côté totalement anxiogène de la population, moi je suis dans beaucoup de mouvements sociaux et de beaucoup de mouvements climatiques, on essaie de résister à ça par justement une réponse humaniste, et effectivement, on a, face à cette réponse humaniste, des entreprises de démolition, ce que François a appelé dans un livre que j'ai co-dirigé sur la post-vérité, l'industrie du déni, c'est-à-dire des lobbies qui utilisent les concepts tels Heidegger, les a utilisés pour retourner ces concepts scientifiques tels le doute contre l'activité de recherche. Et donc semer la confusion tout à fait nécessaire à l'organisation, alors je ne suis pas complotiste, mais à la mise en place des rouages de la soumission. Et de ce point de vue-là, nous, ce qu'on dit dans les mouvements sociaux, c'est que vous savez, c'est l'image de cette grenouille qui ne voit pas l'eau du bocal chauffé et qui
a de moins en moins la force de sauter du bocal, ou quand elle essaie de sauter du bocal, c'est une manière de plus en plus violente et de plus en plus raisonnée, parce que justement, il n'y a pas ce débat. Donc je pense que ce débat philosophique, il faut qu'il traverse aujourd'hui beaucoup de mouvements sociaux. Voilà. Et en plus des actes de cette journée, ce serait bien qu'on ait non pas un Cassirer pour les nuls, mais que l'œuvre de Cassirer soit accessible au plus grand nombre. Voilà, merci. Oui, monsieur, merci à Marie-Vonne de ces exhortations que l'on partage entièrement. Oui, mais je crois... Ouais. Bon, désolé. Plusieurs choses, mais je vais être bref. D'abord, une petite remarque pour un intervenant. Je rappelle que Badiou a été à la fois sartrien, althusserien et heideggerien, peut-être successivement ou en même temps. Donc, et d'extrême gauche, et maoïste, et pro-chinois, etc. D'autre part, oui, j'ai été intéressé par une phrase de M. Jean Sédengardt, qui a dit « la force créatrice des formes symboliques ». Alors ça m'a rappelé, parce que je suis castoriadien, ça m'a rappelé Castoriadis, puisque lui, c'est le grand théoricien de la création des significations imaginaires, sociales. Alors, donc, il est tout à fait, c'est un théoricien du symbolique et aussi de l'imaginaire. Donc, vous êtes plusieurs dans cette assemblée à le connaître, en particulier monsieur... aussi François Astier. Donc je voulais dire qu'il y avait un certain espoir dans la critique, dans la critique de Heidegger. Il n'y a pas seulement Cassirer, il y a aussi... moi, j'ai un grand espoir dans Castoriadis, qui est un immense critique de Heidegger. Évidemment, on ne le connaît pas beaucoup, mais c'est un critique absolument radical. Il n'a même pas besoin du nazisme, puisqu'à l'époque, dans les années 80, c'était pas tellement... les cahiers noirs n'étaient pas parus. Sans avoir besoin même du nazisme, c'est un critique vraiment radical de Heidegger. Et il se trouve qu'il est d'extrême gauche, disons défenseur de l'autonomie ou de la démocratie radicale. Et dernière phrase, je ne suis pas, disons, cartésien ou faïen ou adepte de certaines philosophies. Je suis plutôt castoriadien, mais je rends hommage au travail de toute l'équipe d'Emmanuel Faye et de François Rastier pour leur critique de Heidegger, qui m'a vraiment... J'ai lu tous les livres, ça vraiment... Alors que je ne suis pas de cette tendance philosophique, mais je pense que ce travail est vraiment intéressant et fondamental. Merci d'ajouter cette référence à Castoriadis qui est importante. Donc il y a deux derniers... Merci de m'accorder la parole. Il y a une approche que je n'ai pas, disons dès le début, que je n'ai pas trouvée donc parmi les intervenants, c'est cette approche ontologique, non pas détenue par les philosophes, mais par les scientifiques, par les mathématiciens notamment. Alors, chez Kant, je dirais que quand on parle de révolution copernicienne, c'est bien justement les mathématiques et la physique théorique justement qui servent de paradigme. Donc, il redéfinit la métaphysique comme étant une science rationnelle. Alors, il y a eu une évolution donc après le post-kantisme. Cassirer, je crois, a eu du mal à partir avec le cercle de Vienne. Hegel a dénié effectivement aux scientifiques effectivement toute capacité de penser, tout au moins de concevoir effectivement le concept. Alors là, Heidegger, il a vraiment, je dirais, enfoncé le clou. Les scientifiques ne pensent pas. Or, dans les années 30, avec Kurt Gödel justement, le théorème d'incomplétude, justement, on revoit justement l'ontologie qui refait surface parmi les mathématiciens. Et d'ailleurs, même Cassirer était en contact avec les travaux des intuitionnistes hollandais, ce qu'on appelait Brouwer. Donc,
Alors, il y a comme une régression au niveau de l'enseignement de la philosophie, justement, où on se détache systématiquement des sciences, des mathématiques, la physique. Donc, la philosophie est devenue, je dirais, un enseignement littéraire. Et là-dessus, je dirais qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut revenir en même temps sur, je dirais, sur le kantisme d'origine, puisque Kant était à la fois physicien et philosophe, tout comme Descartes, tout comme Leibniz, ainsi de suite. Voilà, merci. Heureusement, parmi nous, Jean Zengaard, Jean Lassague perpétue une approche scientifique de l'apport de Cassirer. Si peut-être on n'en a pas suffisamment parlé aujourd'hui, c'est qu'à Davos, étant donné les positions de Heidegger, il n'y a pas de débat sur ce plan-là. Tout se centre sur le rapport finitude-liberté, mais vous avez complètement raison de rappeler que la philosophie n'a pas seulement pour vocation, comme c'est dans les nouveaux programmes, d'être, Dieu sait si les lettres sont importantes, mais d'être uniquement cantonné comme discipline littéraire. Que serait la philo sans les maths? On l'a dit aujourd'hui. Une dernière. Merci d'abord pour ce magnifique colloque. Je voudrais creuser une dimension de Davos qui est souvent absente, le fait que les cours universitaires de 28, 29, 30 et 31 sont organisés par une société franco-allemande. C'est-à-dire que tout ce qu'on a entendu aujourd'hui se déroule dans un contexte foncièrement international. Il suffit de regarder les statistiques sur les participants qu'on trouve dans le document que M. Fay a amené, qui parle de 117 Allemands, 33 Français, 27 Suisses, 12 Hollandais, 34 venant d'autres pays. D'où ma question, quel est l'impact, selon vous, de ce contexte international sur la confrontation? Plus concrètement, est-ce qu'on peut parler éventuellement d'une sorte de géopolitique, épistémologique qui se greffe sur le débat? Hypothèse, Heidegger réussit à marquer Cassirer dans un débat qui a l'apparence d'être un débat intra-allemand comme étant du côté français, rationaliste, ouest-européen. Il ne faut pas oublier qu'en 1928, Cassirer avait fait le discours sur l'idée républicaine où il s'agit de montrer que l'idée républicaine est une idée qui a aussi des origines allemandes et pas seulement des origines ouest-européennes. Voilà, donc bref, est-ce qu'il y a une surdétermination du conflit par des schèmes nationaux? Peut-être est-ce que la terrible anecdote que Sidonie tu rapportais de se traumatiser de Verdun montre comment Heidegger court-circuite dans la violence, ce qui était effectivement l'objectif de Davos, la paix. En fait. Je vais peut-être juste ajouter quelque chose, parce que Carole Meunier n'est pas là, mais en fait, je sais que ça faisait un moment qu'on s'était dit qu'il fallait s'intéresser aussi à la revue Logos, parce qu'en fait, elle a essayé aussi, en parallèle avec le débat de Davos, d'instaurer des organes pour faire dialoguer, etc., les intellectuels. Et il y a beaucoup d'articles intéressants qui se sont croisés, qui ont été publiés, Husserl, etc. Mais après, d'étudier aussi pourquoi la faillite arrive, parce que ce qui me revient à l'esprit à l'instant, c'est que 4 ans après Davos, Cassirer quitte l'Allemagne. C'est quand même impressionnant de sentir ce dialogue qui est censé être organisé dans un contexte de paix, et 4 ans après, le départ, quoi. Dans la revue Logos paraissent c'est Richard Kroner qui supervise les grands congrès Hegel, et il y a une critique explicite de Heidegger sur la question du rapport de la pensée à l'infini. Kroner soutient, après Descartes et Hegel, qu'il n'y a pas de pensée sans pensée de l'infini. Enfin, c'est une critique vraiment très importante que, à sa manière, Coiré et Lévinas ont repris sur d'autres plans.
Mais Kroner, effectivement, en 1933, est obligé de quitter la revue Logos, qui est aussitôt reprise par un environnement folkish. Et, bon. Je voudrais, pour conclure donc, cette journée, vraiment rendre hommage au travail éditorial qui, en France, a rendu possible nos lectures de Cassirer. Il y a eu longtemps À minuit Bourdieu. Il y a eu ensuite les innombrables volumes publiés par Heinz Wiesmann dans la collection Passage. Et cette collection Passage est par Fabien Capellière. Et il y a aussi le volume dans Passage que tu as publié, Jean, sur l'ouvrage sur Einstein. Ouais. Donc il faut non seulement publier ce colloque, mais surtout continuer ce travail d'édition. C'est évidemment fondamental.